Nous sommes le 9 janvier 2020 Oui. et à côté de moi, donc j'ai un gardien de la paix qui va témoigner de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, de l'actualité, des collègues. Que penses-tu d'abord entre les gilets bleus et les gilets jaunes? Donc là, c'est la carte de police qui montre. Je suis gardien de la paix. Voilà. Et donc aujourd'hui, parler sur le fait qu'il y a tout un ensemble de choses qui vont pas, a priori, déjà dans la société, mais dans la police, où on note un désintérêt en fait de la police de beaucoup de collègues vis-à-vis de leur métier. C'est l'impression en fait qui s'en ressort. À savoir qu'en fait beaucoup, j'ai l'impression aujourd'hui, ne prennent plus leur métier à cœur, à savoir que la base du métier c'est quand même d'être là pour la population. Et d'ailleurs, ce qui ne va pas, c'est qu'on appelle aujourd'hui la police les forces de l'ordre, ce qui est un côté un peu indicatif, alors que nous sommes quand même gardiens de la paix, ce qui sous-entend que nous sommes là pour essayer que les choses se passent bien, pour protéger les gens, protéger l'ordre, oui, mais enfin, protéger un ensemble de choses, de façon à ce que les choses aillent bien. Et moi, je me sens plus gardien de la paix que représentant des forces de l'ordre. Voilà. C'est un côté trop répressif. La police, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas qu'un côté répressif, il y a un côté aussi préventif, que pour moi, beaucoup de collègues ont oublié. À savoir qu'ils ont quand même une préférence pour reprendre la population sur des choses qui ne vont pas, sans se montrer eux-mêmes réglo, je veux dire, dans le respect des règles. Et donc tout ça, voilà, je voudrais parler de ces choses-là, et donc voilà, ce ressenti que j'ai, parce que non pas que je me sens plus à ma place, parce que justement j'ai plus que tout encore le désir d'être policier, avec cette ambiance. Est-ce que tu es un policier qui est gilet jaune? Bien, tout à fait en fait. Moi je suis gilet jaune, comme beaucoup se revendiquaient gilet jaune au début, avec toutes ces choses qui ne vont pas dans la société, d'un État, enfin d'un gouvernement qui demande de plus en plus aux gens, et sans eux-mêmes montrer une once de début de respect de ces lois qui veulent à tout prix faire respecter aux autres. Et donc moi je me sens gilet jaune depuis le début, et je le suis toujours, voire même plus aujourd'hui qu'au début du mouvement, vu que tout a empiré, tout empire depuis le début, quoi. Donc ça a une vitesse exponentielle. Donc à croire que le mouvement des Gilets jaunes a mis, je dirais, mes collègues face à leurs contradictions, de vouloir changer les choses, mais sans faire ce qu'il faut pour qu'elles changent. Je m'explique dans le sens où, alors que les choses ne vont pas, et que si au début ils voulaient empêcher que des gens s'en prennent, on va dire, trop facilement aux autorités et aux institutions, ont empêché les gens de s'exprimer de plus en plus. La censure. Oui, une sorte de censure en fait. On a vu qu'en fait le mouvement a mis des gens de tous bords, de tous horizons, de toutes croyances, de tous bords politiques, de tout sexe, de tous âges, de toutes couleurs de peau. Ils se sont retrouvés tous ensemble pour des choses qui n'allaient pas. Et c'est ça qui a fait peur en fait au gouvernement, ce qui fait que les premières manifestations sont restées, on va dire, bon enfant. Et voyant que le mouvement ne s'éteignait pas, voire même avait tendance à grandir, ils ont eu peur, puisque tous ces gens de tous horizons en fait étaient là pour une même chose, pour dénoncer tout ce qui n'allait plus dans cette société. Et ils se sentaient de plus en plus oppressés par ces gouvernements totalement déconnectés des réalités. Et le problème, c'est qu'en voulant éteindre ça, ce sont donc la police et tous les représentants de la loi, police, gendarmerie, qui ont été sollicités de plus en plus, et à chaque manifestation. Et
afin d'éteindre ce mouvement. Et les forces de l'ordre, je dirais, moi je me sens policier, mais du coup, les forces de l'ordre ça a vraiment pris un sens puisque c'est devenu très répressif. Afin de tenter d'éteindre totalement ce mouvement que le gouvernement prenait comme dangereux. Je pense dangereux, voyant que ça risquait vraiment de les atteindre. Mes collègues se sont enfermés en fait dans un côté négatif, en ne voyant que vraiment ce que les médias finalement ne laissaient passer, le gouvernement aussi, à savoir une colère négative et soi-disant dangereuse vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais en fait tout ça, ça a été à vouloir réprimer les gens. Évidemment, il y en a beaucoup finalement qui sont lassés, qui ont eu peur d'aller sur des mouvements, puisqu'on a vu de plus en plus de gazage. N'ayons pas peur des mots, du gazage. Matraquage. Matraquage aussi, et puis l'usage des LBD, donc c'est les lanceurs de balles de défense, à outrance, avec des violences non avouées du côté de la police. Puisque la police s'est lâchée, je dirais pour beaucoup s'est lâchée sur des gens qui, je pense, donc les mettaient face à leurs contradictions, parce que les gens osaient enfin bouger contre ce gouvernement, qui montrait un côté de plus en plus inhumain, alors que les policiers, eux, tout en se plaignant de ce côté négatif de la société et du gouvernement, finalement, a tout fait pour que rien ne change. Et a tout fait pour augmenter la colère des gens, de ceux qui restaient à chaque samedi. Comme il y avait de moins en moins de monde sur les samedis suivants, il ne restait évidemment que les gens plus en colère. Et donc, ce gouvernement s'est servi de ça pour dire, regardez, il n'y a que des gens qui sont haineux, que des gens qui sont dangereux, qui en veulent aux forces de l'ordre. Alors que donc les forces de l'ordre entretenaient cela aussi en réprimant systématiquement et sans distinction toute une foule, plutôt que de prendre uniquement les éléments les plus virulents. Comment tu expliques justement, toi qui es policier, comment tu expliques que des collègues à toi, pas tous, hein, mais des collègues à toi arrivent à se plaindre d'une situation qui est la même que nous, les gilets jaunes, et à leur taper dessus? Je pense, comme je disais, qu'ils ont été mis face à leurs contradictions. Alors, ils se cachent derrière le fait que c'est notre travail de maintenir l'ordre, de maintenir le respect des institutions. Et en fait, ils se cachent derrière ça, comme quoi ce sont les ordres que l'on a, ils se cachent derrière ça pour ne pas bouger en fait. Ils osent pas bouger parce qu'ils ont peur des réprimandes, je pense, d'une hiérarchie. Ils ont peur d'être, pour certaines peut-être pour leur grade ou pour des choses qu'ils demandent comme des mutations. Ou ils ont peur peut-être que du coup on leur interdise ou qu'on leur bloque tout ça, l'accès à plus, à des grades supérieurs, et finalement ils rentrent dans le moule et n'osent plus se rebeller, dirons-nous, même si peut-être le terme est fort pour les policiers, parce que se rebeller, oui, ça va à l'encontre du métier, puisque nous avons perdu le droit de grève il y a des années. Donc sans dire que nous devrions tous être en grève extrémiste, si je puis dire, mes collègues, finalement, je pense qu'ils n'ont plus le courage de passer outre ces ordres pour essayer de faire changer les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ont été mis face à la contradiction de se plaindre d'un État mais de ne rien faire pour que ça change, et face à la contradiction, et je dirais même peut-être une certaine forme de lâcheté, et bien du coup ils ont préféré jouer le jeu de ce gouvernement dont ils se plaignent. Bon, je côtoie pas mal de policiers, ça tu le sais, hein, mais des policiers comme toi, ça je t'ai toujours dit, c'est pour ça que je vous cette entrevue, qui soutient le gilet jaune. D'ailleurs, tu portes, enfin, j'ai vu ta voiture, tu as le gilet jaune aussi dans ta voiture. Tout à fait. Tu ne t'en tiens pas qu'aux paroles de dire je soutiens les gilets jaunes. Tu as fait de sorte aussi que tu ne sois pas un Robocop.
Oui, tout à fait, parce que étant sollicité pour les manifestations, ça va à l'encontre de mes convictions. Donc devoir réprimer des gens avec qui je suis d'accord, je peux pas aller à l'encontre de mes convictions. Moi, j'ai des idées, une Valeur. dignité aussi, des valeurs, et empêcher les gens de s'exprimer, simplement de s'exprimer, ça va à l'encontre de mes valeurs. Alors, je dis pas de les laisser faire tout et n'importe quoi, évidemment, mais on pourrait encadrer les manifestations au lieu de n'amener qu'un côté répressif. Et c'est pourquoi je me débrouille à chaque fois dans la mesure du possible pour éviter d'être sur ces manifestations par le biais de services médicaux, entre autres. Et donc, j'ai réussi à pouvoir me faire exempter de services d'ordre, de façon à exprimer quelque part mon soutien justement à ce mouvement que je souhaite qu'il perdure, je souhaite qu'il reprenne de l'ampleur. Et je savais qu'il n'était pas éteint, qu'il était sous-jacent, et ces braises ont été réanimées ces derniers temps avec les mouvements contre la réforme des retraites. Et là, l'État se sent, je pense, un peu reclus et peut-être pas autant qu'avec les mouvements des Gilets jaunes, vu qu'il y a beaucoup de syndicats et que les syndicats, on sait un peu ce que c'est qu'ils jouent aussi pas mal le jeu de l'État, sinon il y a longtemps que tous les syndicats de toutes les corporations, de tous les métiers seraient dans la rue, ainsi que ceux de la police qui, je pense, sont les premiers à s'abaisser à la moindre miette pourrie jetée comme gain soi-disant pour faire avancer les choses dans la police. Et j'ai réussi à ne pas être sur les mouvements pour exprimer ainsi donc mon soutien aux Gilets jaunes. Est-ce que le syndic, quand tu te fais un petit peu taper sur les doigts, t'aide? Et la deuxième question, c'est l'ambiance dans ton commissariat, vu que je suppose que d'être le seul à autant être avec nous en fait. Alors disons taper sur les doigts, le dernier que j'ai actuellement m'a aidé sur certains points, mais disons que ce n'est pas en rapport avec ma vision des choses sur les Gilets jaunes. Je dirais que pour l'instant, j'ai pas eu de soucis directs sur ma façon de penser. Ce sont des soucis précédents qui font que j'ai réussi à trouver un syndicat qui me soutient, surtout qui m'a soutenu sur certaines choses. Après, le syndicat que j'ai, lui, est plus en accord quand même avec les autres, niveau défense de police face aux Gilets jaunes, à savoir qu'ils ne reconnaissent pas non plus les travers ou les violences policières. Pour eux, il n'y en a pas plus que pour les autres syndicats. Donc, et à savoir toute la vague de suicides qu'il y a eu, nous prenons certains syndicats qui étaient là juste pour faire augmenter le compteur et dire oui, de plus en plus de suicides, un suicide de plus, un suicide de plus. Ouais. Mais on voit qu'il a fallu plus d'1 an pour qu'il y ait un premier début de soupçon de mouvement de police qui s'est très vite éteint après quelques fausses déclarations du gouvernement que les grands syndicats ont pris pour de grandes avancées alors que ce n'était que simplement des choses qui étaient dues et encore qui étaient dues et qu'ils ont fait semblant de donner à moitié. Les syndicats ont crié à la victoire, ils se sont vite rendus compte que c'était des mensonges, mais pour l'instant, il n'y a pas de vrai mouvement relancé. Et quand bien même, s'il y a un mouvement dans la police, il n'est que très égoïste, à savoir que la police qui est là pour la population, les syndicats, eux, comme beaucoup de syndicats, je dirais, comme peut-être beaucoup de personnes, on va dire qu'elles sont égoïstes, mais la police étant là normalement pour la population, elle devrait lutter, puisque un syndicat lutte, normalement, elle devrait lutter aussi contre les injustices qu'il y a vis-à-vis du peuple, et à savoir donc ne pas baisser les bras à la moindre opportunité, qui n'est en plus que pour la police. Il devrait faire de sorte que beaucoup de choses aillent mieux pour beaucoup de gens. Mais voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un petit peu comme le gouvernement, quoi. Il y a Tout à fait. une intérêt politique là-dedans. Oui, et je fais aussi le rapprochement entre une hiérarchie interne et la politique que je vois un peu comme... je les vois un peu sur la même longueur d'onde, je dirais, en fait, à savoir que plus on monte dans la hiérarchie police, plus ils sont déconnectés des réalités des choses.
Et puis donc qu'ils ne demandent de travailler à l'encontre d'une idée générale de protection du peuple, puisque tout est basé sur des chiffres et des résultats, des statistiques aujourd'hui, ce qui va à l'encontre d'un métier de service public, puisque le service public n'est pas une société à laquelle on devrait attendre que du rendement. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir, puisque c'est là-dessus qu'on peut se baser pour voir que les choses avancent, mais on ne devrait pas se baser uniquement que sur les résultats des statistiques, ce qui est là aujourd'hui le maître mot dans la police, statistiques, et beaucoup ne voient que là-dessus parce qu'ils espèrent sur leur prime. Plus ils sont dans les grades, plus ils peuvent espérer de primes, et donc plus ils sont désintéressés de cette révolution, si ce n'est de vouloir l'éteindre afin de continuer à toucher leur prime et de donner des résultats positifs pour les divers gouvernements, puisque chaque gouvernement n'est pas mieux que le précédent. Hélas, chaque gouvernement n'est pas mieux que le précédent, mais chaque gouvernement est pire que le précédent. Et donc là, c'est devenu exponentiel depuis le début des Gilets jaunes, où c'est encore plus de mépris, encore plus de dédain. La question. Que penses-tu de l'IGPN? Ah, l'IGPN. L'IGPN, voilà, bon, comme beaucoup, c'est un organisme policier qui enquête sur la police, ce qui est anormal. Ça devrait être un organisme externe. Et puis, je crois savoir que la France a signé des accords européens comme quoi ça ne devait pas être la police qui enquêtait sur la police, mais bon, on sait ce que c'est. Le gouvernement étant le premier à ne pas respecter les règles qu'il impose, la police continue à enquêter sur la police, voire même c'est encore pire qu'avant, puisque maintenant les gouvernements choisissent ses préfets, choisissent ses juges, et donc ça va à l'encontre complètement du bon sens. Et l'IGPN aujourd'hui, je dirais pas qu'elle est totalement pourrie, mais avec les derniers mouvements des Gilets jaunes, on a vu qu'il y avait quasiment une impunité pour beaucoup de policiers de pouvoir éteindre, quels que soient les moyens employés, ces diverses revendications du peuple fatigué. Donc l'IGPN a lavé, ou a blanchi beaucoup, classé des dossiers, voilà. Ouais. Alors qu'un gilet jaune, même à 100 mètres d'une manifestation, enfin, une personne qui a un gilet jaune dans ses affaires à 100 mètres d'une manifestation va pouvoir se retrouver en garde à vue pour 24-48 heures, voire même se retrouver avec du sursis, mais d'une rapidité hallucinante. Un fait policier de violence, lui, va mettre des mois à être traité, et après, finalement, à être blanchi, puisqu'il y a même des images qui sont très claires là-dessus, avec des violences gratuites, avec aucune proportionnalité de réponse face à une dangerosité qui n'existe pas, puisque si on prend le texte en gros de la légitime défense, c'est qu'il doit y avoir une réponse proportionnée et simultanée à une dangerosité. Or, quand on voit beaucoup d'images, il n'y a aucune dangerosité et donc, du fait, aucune simultanéité, puisqu'il n'y a pas de violence. Et donc, c'est très disproportionné, et voire même gratuit, je dirais, pour certains, qui ont pu se lâcher, carrément. Comme des manifestants se lâchent, en profitent du mouvement de masse pour assouvir leur violence. J'ai pas peur de dire que certains collègues se sont lâchés pour assouvir leur mépris et leur haine, sachant que l'IGPN était là pour finalement blanchir tout. Après, l'État étant directement concerné, l'IGPN blanchit. Rien, puisque le port des Rio, moi j'en ai vu, et ça je te l'ai expliqué tout à l'heure, moi j'étais interpellé par 6 bonhommes, habillés en civil, et je savais pas si c'était des policiers, moi j'appelle pas ça la police d'ailleurs, tu le sais, moi j'appelle ça la milice, quoi. Donc il n'y a plus de port de Rio pour la plupart des... Oui, alors là-dessus, le RIO, si on est honnête et droit, je vois pas quel est l'intérêt de ne pas le porter. Moi, j'ai pas peur. Les gens peuvent prendre mon numéro, s'ils ont quelque chose à dire ou à faire qui dénonce, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Si je suis droit dans mes bottes, je n'ai aucune raison de ne pas porter mon numéro. Au signe extérieur police, la moindre personne en civil
si elle veut interpeller quelqu'un, doit afficher un signe de police, donc au moins son brassard police. Et si elle n'a pas, montrer une carte, voilà, pour prouver qu'elle est de la police. Sur ce RIO, voilà, je vous donne mon avis. Moi, je n'ai aucune raison de ne pas le porter, puisque je pense être droit dans mes bottes. Puisque nous sommes là pour faire respecter les lois. Donc à nous, nous devrions être les premiers à les respecter. Et ne pas prendre le mauvais exemple du gouvernement qui demande à tout le monde d'être exemplaire, alors que eux le sont loin, loin, loin d'être exemplaires. Puisque c'est avéré que même les médias qui sont de leur côté arrivent à laisser passer des affaires de malversation, de pots de vin et de tout ça, des gouvernements qui, en fait, des hommes politiques qui, il suffit qu'ils fassent leur mea culpa à la télé pour que, finalement, il n'y ait plus rien du tout. Pour continuer dans tout ce qui est identifiant de police, moi ça m'est arrivé, ça, je t'ai pas dit ça d'ailleurs. Le fait de vouloir demander un matricule, ou tout simplement de vouloir savoir qui sont ces bonhommes, ces dévoyous, parce qu'ils voulaient me prendre le matos de Street Medic. Ben ça a été enregistré comme rébellion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans parler forcément que des gilets jaunes, quelqu'un demande à voir si réellement la personne est de la police. C'est illégal quoi maintenant. Officieusement, c'est illégal parce que ça tombe sous le coup de la rébellion. Et là, on prend cher en plus. Hein. Ben oui, je pense qu'ils se cachent derrière des textes qui ont été créés en fait justement depuis ce mouvement des Gilets jaunes, à savoir qu'on a créé des nouveaux textes pour pouvoir essayer de, soi-disant, prendre en amont les gens qui viendraient pour noircir les tableaux, pour pourrir les manifestations. Si le peuple demande à, à savoir si c'est de la police ou pas, ou si c'est un simple civil, cela est pris comme de la rébellion. Tout comme d'ailleurs, on nous fait entendre, soi-disant, qu'on n'a pas le droit de vous filmer, ce qui est totalement faux. Et ça, ce qui est totalement faux. Alors, juste, donc, pour le matériel, enfin, pour demander, donc, si la personne qui interpelle ou qui veut contrôler bien de la police, ben, c'est tout à fait anormal de prendre ça pour une rébellion, puisque normalement, on doit avoir des signes extérieurs. Si on n'a pas les signes extérieurs montrant qu'on est de la police, si on nous demande si on est bien policier, justement, moi, je trouve que on devrait acquiescer. Donc, demander la carte de police pour être sûr qu'on a affaire à un vrai policier, c'est tout à fait normal. Donc être pris, considéré comme se rebeller alors qu'on demande simplement une vérification, une preuve de son métier, c'est tout à fait anormal. Ensuite, c'était sur le matériel street medic. Diront que c'est tout à fait anormal aussi de vouloir le confisquer, puisque ce sont des gens qui veulent porter secours à des gens qui se retrouvent blessés, voire même simplement gazés, et même à des policiers. Puisque ces personnes-là, je sais qu'ont été honnêtes, puisque elles, leur souhait, c'est de porter secours à des gens. Dans la neutralité. Dans la neutralité, tout à fait, comme dans le milieu médical. Ils ne cherchent pas à savoir les origines des personnes, puisque eux, ils sont là pour donner des soins aux gens. Eh bien, nous, en tant que policiers, nous devrions être tous pareils. Moi, c'est ma façon d'être. Je porte secours ou je vais aider quelqu'un, quel que soit son bord, quoi qu'il ait fait. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Et une personne, même si elle cumule les méfaits, moi je suis là pour lui porter secours. Elle a le droit, elle aussi, des fois d'être en danger. Donc de confisquer tout le matériel de street medic, je trouve ça complètement illogique et paradoxal par rapport à notre métier de vouloir normalement aider les gens. Ouais. Il y avait une autre question aussi. Alors, il y avait... Oui, en fait, il y a plein de questions. Moi, je voulais savoir justement par rapport à tout ce que tu dis. Donc, en fait, c'est pas que tu as de la rancœur, c'est que tu as la nostalgie de la police d'avant, parce que toi, et d'ailleurs, tu le proclames toujours haut et fort, tu as signé pour protéger le peuple. C'est plus trop le cas en ce moment. Il t'arrive des fois de te dire que tu as envie d'arrêter la police. Est-ce que tu es démotivé par rapport à tout ce qui se passe? Alors, il y a une forme de démotivation, oui. Je dirais un peu obligé, vu la noirceur du tableau, vu le désintérêt de nombre de mes collègues, je pense, au niveau national, vu les faits médiatiques. Donc ce désintérêt pour les valeurs premières normalement du métier, à savoir rendre service et protéger les gens, porter secours aussi. J'ai une certaine lassitude à cause de mes collègues, mais en même temps, ces mouvements et ce désintérêt, ce mépris, ce dédain
cette lâcheté aussi, je dirais, et puis ce racisme qui existe, ça depuis que je suis, je l'ai vu. Il existe ce racisme. Enfin voilà, donc toutes ces choses négatives de la police, en fait, moi, me confortent dans mes idées et finalement me poussent à continuer, me donne encore plus envie de continuer pour montrer aux gens qu'il y a encore des gens, des policiers qui ont des valeurs, qui ont les valeurs du début, les valeurs pour lesquelles moi je me suis engagé dans la police. Et je me demande si certains avaient vraiment ces valeurs au début pour s'engager dans la police. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe autour, quoi, tout ce qui se passe dans la société actuelle, je me demande si vraiment certains avaient les valeurs au départ. Tu peux me parler un peu du malaise de la police? Est-ce qu'il y a des... Comment tu appelles ça, toi? Je vois que le baromètre social. Voilà, baromètre social. Alors, ce fameux baromètre social de la police nationale. Oui, de toute façon, je crois qu'en fait, c'est possible d'en trouver. Sinon, des exemplaires, au moins des comptes rendus tout à fait accessibles pour tout le monde. Même les syndicats qui sont accessibles ici, des syndicats police qui sont accessibles par qui d'un moyen. Alors, il y a eu 3 baromètres sociaux. Le baromètre social de 2014, un en 2016 et un en 2019 qui est encore, on va dire, en cours d'études. Donc avec diverses questions, à savoir sur le malaise, vous sentez-vous bien dans la police, vous sentez-vous bien face à une hiérarchie, que pensez-vous de la hiérarchie, voilà, tout ça. Donc il y a eu en 2014-2016 deux enquêtes qui ont été faites avec des résultats, somme toute, relativement assez négatifs quand même, sur un malaise dans la police. Et rien n'a changé, en fait. Donc on se demande pourquoi l'État fait ça. À savoir, peut-être qu'ils attendent juste un mouvement, des réponses positives pour en parler, pour dire regardez, tout va bien. Mais comme c'est négatif, en fait, c'est pas rendu, je sais pas que c'est pas rendu public, mais c'est pas médiatisé. Sinon, il y a longtemps qu'ils ont essayé de faire changer les choses. On a vu l'année dernière qu'ils ont soi-disant lancé des choses, des anti-suicides, le fameux barbecue convivial. Donc il est certain qu'une personne qui se sent mal dans la police va vraiment avoir envie, sur ses jours de repos, d'aller faire un barbecue avec des collègues. C'est forcé que là, ça va aller beaucoup mieux. Donc on voit bien déjà tout à fait, en fait, voilà, des décisions qui sont prises qui sont complètement à l'encontre de ce qu'ils devraient faire. Je dirais pas soutenues, mais complètement passées outre par les syndicats, qui devraient justement monter encore plus au créneau en voyant les actions complètement idiotes et débiles prises par le gouvernement donc complètement dédaigneux envers tout le monde, et envers nous-mêmes également, qui faisons partie du peuple. Et donc, ce 3e baromètre social à l'étude, pour l'instant, ils sont en train d'analyser les résultats. Je pense pas que ça donnera beaucoup plus, mais en même temps, comme on dit, si on ne fait rien, rien ne changera donc. Autant répondre aux questions puisqu'on nous en pose, plutôt que de se plaindre de son côté sans rien faire et en se plaignant qu'on avance. Donc, on peut dire que quoi qu'il arrive, l'État est au courant en fait, de ce que vous pensez, puisque vous remplissez, enfin pas tous, voilà, je suis d'accord avec toi si on le fait d'ailleurs. Certains de tes collègues se plaignent, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. Oui. Donc là, c'est un truc, il n'y a pas que dans la police, hein, mais bon, on parle de police. Ça, j'en suis aussi conscient, je parle de police parce que je suis dans la police. Oui, voilà, je sais très bien que voilà, c'est pas magique dans tous les autres métiers. Donc voilà, c'est pas facile non plus, je dirais que c'est pour un peu aller un peu dans le sens comprendre n'est pas excuser. Je comprends qu'il soit difficile de bouger et finalement de monter au créneau. Mais au bout d'un moment, quand on se plaint de quelque chose, c'est sûr qu'à ne rien faire, ça ne va pas les faire avancer. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter, et là je parle pour la police, de se cacher derrière oui, mais c'est notre travail, oui, on doit obéir aux ordres, non, oui, on doit protéger les institutions. Il faut arrêter de se cacher derrière ça, puisque les premiers à détruire ces institutions sont ceux qui nous demandent de les protéger. Donc en fait, encore une fois, ce paradoxe dans la police où on se plaint de choses et on ne fait rien pour qu'elles changent. Et, pour revenir sur les suicides dans la police, il s'avère qu'en fait, il y a aussi quelque chose, quand des collègues ne vont pas bien, en fait, ont tendance à être prises pour des personnes négatives, qui font la gueule, qui restent dans leur coin, veulent parler à personne, mais en fait, une personne qui va pas bien, c'est un peu ça. Donc, collègues qui vont cataloguer ces personnes comme négatives,
Le jour où en fait elles passent le cap et elles font ce jeu finalement de se suicider, eh bien les collègues auront tendance à dire ah ben on l'a pas vu venir. En fait, elles ont laissé venir les choses. Et après se plaindre des suicides si on ne fait rien pour les personnes qui nous vont, enfin si on n'est pas à l'écoute un peu plus des personnes qui ne vont pas, ben, finalement, on les pousse indirectement à faire ce geste malheureux. Pas ces lignes téléphoniques mises en place et ces fameux barbecues conviviaux qui peuvent aider les choses. Il faut des gens plus à l'écoute et il faut aussi que les collègues n'aient pas peur de dire, de montrer, de dire voilà, on a un collègue qui va pas bien, il faudrait peut-être faire quelque chose pour lui. Tout attendre donc ce geste malheureux et de dire on ne l'a pas vu venir. Donc, moi, Voilà. je vais rajouter un truc. Oui. Donc, comme je te l'ai dit aussi, moi, j'ai mon cousin qui était gendarme qui s'est tiré une balle dans sa caserne. Alors, je voulais aussi dire que les personnes qui sont en état de détresse absolue pensent généralement aussi qu'elles sont un poids pour la famille. Et en fait, du tout. C'est l'inverse qui se produit, c'est quand la personne n'est plus là, qu'il y a un vide qui s'installe, et la famille elle explose en fait. Voilà. Oui. C'est très compliqué à survivre quand une personne se suicide et qu'on l'aime. Donc je voulais faire un message que les personnes, donc là on parle de la police, mais c'est généralisé aussi, hein, les personnes qui pensent qu'elles sont un poids ou un fardeau pour la famille parce qu'elles sont en détresse, parce qu'elles sont malheureuses, de ne pas croire que de sauter la vie, ça va soulager la famille. C'est malheureusement tout le contraire. C'est terrible ça. Et oui. Terrible. Et ce trou dans la famille, en fait, c'est justement la hiérarchie va se servir souvent de ça pour justifier le suicide des collègues en disant ah ben ce sont des raisons familiales et ce n'est pas lié au travail. Or, si des collègues en arrivent à ça, c'est justement parce que il y avait un problème au sein du métier et peut-être une pression hiérarchique. Tout ça entraîne en cascade en fait des problèmes qui vont entrer dans la famille. Donc en fait quand on va pas bien au travail, on va pas bien aussi dans la vie privée et ça entraîne diverses choses. Et donc de nier ce problème au travail, voilà. En fait, c'est même pas de ne pas pouvoir le voir, c'est de le nier totalement, en fait, de façon à justifier le suicide des collègues par le biais familial, c'est responsabiliser de façon à dire que le métier n'est aucunement responsable et donc il n'y a aucune des hautes sphères, dirons-nous, aucune faute de leur biais qui a entraîné ce geste malheureux. Et donc beaucoup de collègues, hélas, ne se trouvent pas respectés, aussi, que c'est aussi pour beaucoup lié d'abord aux pressions du travail, aux pressions hiérarchiques, à ce qu'on demande de plus en plus de solliciter. Cette hiérarchie va se cacher derrière des problèmes familiaux qui auront été entraînés du fait du mal-être au sein du métier. Le fameux pas de vague. Le fameux, voilà, pas de vague. Et pour finir en un court terme qui résume, je pense, beaucoup de choses, je vais paraphraser un collègue, enfin j'ai entendu dire, c'est une phrase que j'ai trouvée magnifique, c'est ce que je pense aussi en fait, ça va très bien avec mon état d'esprit. Le gilet jaune, je l'ai dans le cœur et je l'ai pas dans le viseur. Gilet jaune, ne lâchez rien. Ben merci monsieur. Jaune et bleu. Jaune et bleu.